Exterminez. Reculez. Reculez. Reculez-vous. Clara, vous m'entendez? J'y suis, dans le cortex. Je vais essayer de réactiver ces souvenirs. Faites vite, Clara. J'ai trouvé. Il m'en reste un. Dépêchez-vous, ils arrivent. Ça fonctionne. Il se souvient. Ça revient, n'est-ce pas? Vous le sentez? Ces souvenirs, tous ces souvenirs, depuis l'aube des temps, vous avez vu la vérité? Pensez à ce que vous ressentez. Vous avez vu naître une étoile, la renaissance infinie de l'univers. J'ai ouvert votre esprit, et maintenant, j'y pénètre. L'été à Kingdom Fields, John McNaught. J'ai environ 25 ans. Mon maître, Edward Broadless, est mort. La nouvelle me plonge dans une angoisse terrible. Non pas que je sois triste de son décès. Comment pleurer un homme qui chaque jour dispose de ma vie comme il l'entend? Je ne me réjouis jamais de la mort des gens, même de celle des Blancs. Mais je ne peux pas m'attrister de celle-ci. C'est la peur qui étreint mon cœur tant et si bien que j'en perds le souffle et le sommeil. Car ce qui suit la mort d'un maître, c'est sa succession. Ses descendants se partagent son héritage. Bien que nous ne soyons jamais consultés à ce sujet, il nous concerne au plus haut point, nous, les esclaves. De l'héritage, nous faisons partie. Au même titre que les meubles, les champs, les bêtes et les petites cuillères en argent. Comme ils coupent un terrain en deux pour le partager, ils peuvent séparer les couples, les parents et les enfants. Ils font ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Pour eux, nos liens familiaux n'existent pas. Quand j'étais petite, 2 de mes sœurs ont été vendues, envoyées dans le sud profond. Nous ne les avons jamais revues. Nous n'avons même pas su où elles allaient. Je me souviens des pleurs de mes parents, de la douleur sans fin que je voyais sur leur visage. Les traits de ma mère se tordaient de chagrin. Mon père aussi souffrait, même s'il ravalait souvent ses larmes. Et nous, les frères et sœurs, nous avons perdu une partie de nous-mêmes et toute notre enfance. Libre, Harriet Tubman, une héroïne américaine, Fleur d'Auget, illustration, Olivier Charpentier. Cette année-là, j'avais 8 ans. Chaque jour, durant l'été, j'inscrivais une phrase dans mon cahier. Une chose qui m'était arrivée, c'était mon devoir de vacances, la condition qui me permit de passer en classe supérieure, ce cahier, je l'ai conservé jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu un magnifique oiseau, Michal Skibinski, illustration à la Bancroft. C'était donc un court extrait des 3 ouvrages qui vont maintenant être débattus sur le plateau de la Plume démasquée. C'est à toi, Julien. Merci, Sophie, lectrice, lecteur. Bienvenue, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro de La Plume démasquée. Nous venons d'entendre les délicieuses lectures de Sophie de Ratulde, qui est comédienne et lectrice à voix haute. Nous accueillons ce soir Marie Dupaillage, qui est blogueuse sur le site Bob et Jean-Michel, Nathalie Barbier, qui est professeure documentaliste en collège, et puis Viviane Durand, orthophoniste au CMPP de Paris et de Nanterre. Et évidemment, l'émission sera conclue par l'incontournable, l'inénarrable Camille Olivas. Bonsoir, donc nous allons commencer, nous avons une nouvelle sélection et un programme assez chargé avec de très beaux livres, vraiment une programmation de qualité. Nous allons commencer par L'été à Kingdom Fields
de John McNaught, je vais y arriver, et qui est la sélection de Viviane. Oui, alors cet album, avec un titre imprononçable, et d'ailleurs à l'intérieur, il y a pas mal d'inserts qui sont restés en anglais au souhait de l'éditeur et de l'auteur. Mais passé ce premier moment, vraiment c'est un livre qui a une construction et une structuration très très précise, comme le montre d'ailleurs la couverture, où on voit déjà que voilà, c'est plutôt de l'ordre du motif graphique que d'une BD traditionnelle où on entrerait dans un récit. Et de fait, cette accumulation de contraintes va se révéler créatrice. Je pense que c'est les enfants avec lesquels j'ai pu travailler, avec lesquels j'ai partagé cet album, qui en parlent le mieux. Donc, pour introduire, je dirais les propos de... Alors, j'ai changé bien sûr les prénoms, hein, puisque je n'ai pas le droit de communiquer les noms des enfants avec lesquels je travaille. Donc, Myriam, qui est en seconde professionnelle, a tout de suite remarqué, comme vous avez pu voir lors de la lecture, oh, il y a beaucoup d'images, hein. Effectivement, quand on voit ici, il y a une multitude d'images et de cases par double page. Juste, Viviane, excusez-moi de vous interrompre. Juste, est-ce que vous pourriez juste faire le pitch, raconter l'histoire globalement, juste en une phrase? Vous avez tellement raison. Moi, j'étais déjà partie dans le travail avec les enfants. Moi, vous savez, ça glisse tout seul. L'été à Kingdom Fields, c'est donc le propos. Mais c'est une mère et ses deux enfants qui vont partir au bord de mer. En voyage, et qui vont séjourner dans un mobil-home. Et c'est tout. Des vacances normales. Des vacances normales. Des vacances normales. C'est ça. Avec la petite fille qui a dans les, on dirait 6-7 ans, qui est en âge primaire, et un jeune adolescent. Et chacun va vivre cette aventure à hauteur de son caractère et à hauteur de ses attentes, peut-être aussi. Donc, voilà, je reviens à Myriam qui me dit « Oh là là, il y a beaucoup d'images ». Et elle pointe aussi, un coup c'est bleu, un coup c'est rouge, puis elle se reprend et fait rose. Oh, je sais pas, ça dépend, dit-elle. Et puis elle finit par me dire, j'ai jamais vu ça, hein. Ce qui est vrai, c'est quand même une BD un peu ovni. Et puis, à la lecture des 2 premières pages, elle finit par me dire, c'est comme dans un film, une série. Il y a beaucoup de petits bruits. Et effectivement, il y a beaucoup de bruitage. Si on se plonge dedans, tout est bruité. Le cri des oiseaux, la mastication du sandwich, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de la construction de cet album? Eh bien, elle a déjà tout mis en place. C'est-à-dire que, effectivement, la multiplicité de ces petites cases, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, ça apporte la narration. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas besoin de narrateur. On est obligé de rentrer dans ce tempo que nous impose l'auteur. Et du coup, on a beaucoup de boulot en tant que lecteur. Parce qu'à aucun moment, il y a ce texte qui nous dit « voilà où vous êtes, voilà à quel moment vous êtes ». Eh bien non, il faut tout déduire des images et des dialogues entre les personnages. Les images sont très nombreuses, il y a un souci du détail qui est absolument incroyable, hein, et qui nous emmène, qui nous font rentrer vraiment au cœur presque d'une non-histoire. C'est ça quand même qui est assez étonnant aussi. Oui, c'est ça. Et malgré tout, l'histoire se déroule. Oui. Et on reste accroché. Oui, et on nous impose de regarder, alors l'auteur nous impose de regarder un détail plutôt qu'un autre, et même d'écouter un dialogue plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que à un moment, quand il y a un dialogue entre la mère et son adolescent de fils, eh bien, voilà où il en est lui, c'est-à-dire qu'il n'entend qu'une partie de ce qu'il lui dit. Et c'est tellement bien vu, c'est tellement comme ça, quand des fois on parle aux adolescents, ils sont ailleurs, ils sont en train déjà de penser à autre chose ou d'être dans d'autres préoccupations, après tout. Et voilà, et ça fait blablabla, comme ils disent, hein, et blablabla, et blablabla, ben voilà. Là, ça nous est montré très précisément. Donc la narration, eh ben, il va falloir qu'on s'en accommode comme ça, le déroulé des journées, et finalement on a très peu d'indications temporelles. Et puis le tempo aussi, ce tempo est très particulier parce que ces cases qui s'enchaînent avec un petit peu d'action,
on va au bord de la plage, on va à une espèce de chasse à la grotte à la sirène avec la maman et sa petite fille. Mais en même temps, il y a des cases qui sont presque comme des motifs graphiques et où on va être dans une contemplation, dans une suspension. Et bien, on est bien obligé d'en passer par ces cases-là. Et donc, on n'est pas maître du temps. C'est bien lui qui nous emmène, l'auteur qui nous emmène par la main. Merci beaucoup. Merci Viviane. Marie et Nathalie, est-ce que vous avez envie de réagir ? Oui, alors du coup, je suis très contente que tu aies parlé de la réception que tu as eue de la part du NADO, parce que c'était justement la question que je me posais sur cette bande dessinée, parce que je la trouve effectivement très juste sur les vacances, sur les relations entre les personnages et sur cet ennui, en fait, tout simplement, des fois des vacances où il se passe rien, on fait rien, on s'ennuie. Et du coup, je m'interrogeais vraiment sur la façon dont les adolescents ou les jeunes pourraient s'emparer de cet ennui, parce qu'on n'a pas forcément le recul quand on est enfant de l'intérêt aussi qu'il peut y avoir parfois à s'ennuyer pendant les vacances. Donc du coup, j'étais très c'était hyper intéressant d'entendre ce retour d'adolescente sur le livre. Et ce que tu dis sur la construction, sur la façon d'aborder le temps, je trouve ça extrêmement juste. Et oui, elle a raison aussi, Myriam. Ça fait vraiment beaucoup penser à ce qu'on voit dans les films ou dans les séries, avec ces moments où on voit des petites choses des petits décors qui a priori servent peut-être pas à grand chose, et pendant que l'histoire se déroule, et par rapport au temps, je trouve ça vraiment très 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 juste et très bien rendu dans cette BD. Et du coup, qui regarde Doctor Who, justement, qui est une série qui parle du temps, ça va vraiment très bien dans cette BD. Et c'est vrai que du coup, de t'entendre en parler, ça change aussi un petit peu mon regard sur la BD qui m'avait beaucoup touchée et que j'ai beaucoup aimé sur ce travail sur l'ennui, sur ce travail aussi de découpage. C'est un gaufrier énorme de voir toutes ces cases, et le travail graphique est très très beau. Autant dans les couleurs que le côté très sérigraphie. Ça m'a beaucoup plu. Nathalie, une réaction ? Alors moi, c'est un album une BD qui m'a posé quand même pas mal de problèmes, parce que d'abord, c'est un genre que je lis pas du tout, parce que j'aime moi être portée par le texte, et l'image me gêne souvent. Et donc là, non seulement c'est un album, une bande dessinée dans laquelle il y a extrêmement peu de texte, et en fait, on ne peut se laisser porter que par l'image. Donc, je l'ai lu plusieurs fois pour vraiment réussir à m'en imprégner. Donc, ça rejoint ce que tu disais, que ça demande un engagement de lecteur, en fait, qu'on peut pas juste lire ça comme ça, voilà. Et en fait, il faut vraiment se mettre dans la position dont sont les personnages, en fait, cette position de contemplation. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des vacances, il se passe pas grand-chose, on regarde ce qui se passe autour de soi. Et il faut faire la même chose, en fait. Il faut s'asseoir et puis il faut contempler ces images. Alors, je reviendrai pas sur le côté effectivement extrêmement cinématographique de toutes ces petites vignettes qui se succèdent. Et il faut juste regarder. Moi, il y a juste une chose. Alors, je trouve que l'ado est effectivement vraiment bien rendu. Et il y a des moments où j'ai envie de lui dire, mais pose-toi, prends un livre. Au lieu d'être toujours sur ton écran, tu t'ennuieras un petit peu moins. Oui, c'est vrai. Et puis il y a la présence beaucoup des jeux vidéo, par exemple, de la nature aussi. Moi, les oiseaux, il y a des oiseaux qui sont là, les corbeaux, les mouettes. On a l'impression qu'il va se passer quelque chose de magique à la fin du livre. Et cette magie-là n'arrive pas, en fait. Et on reste un peu sur sa faim. Et en même temps, c'est peut-être ça qui fait la beauté de cet ouvrage. Et puis cette famille monoparentale aussi, le père n'est pas là. Il y a une espèce ça communique pas vraiment entre eux. Et en même temps, on sent qu'ils sont ensemble et qu'il y a quelque chose d'indicible qui les soude. Et je trouve que dans la compréhension qu'on a des familles d'aujourd'hui, ça, je sais pas, ça nous explique un peu quelque chose, quoi. Ça nous porte. Tout est dit ? Oui, non ? Et moi, je trouve que le décalage entre la petite sœur et le frère adolescent est bien rendu aussi, puisqu'on se rend compte qu'effectivement, ils ont des préoccupations qui sont extrêmement différentes, et que du coup, ils vivent un peu dans deux univers à part. Et pour vous dire à quel point les enfants arrivent à suivre vraiment, c'est que Julia, qui est en CM1, mais elle est en Ulysse, elle a 10 ans, elle a dit à la fin de l'histoire, d'abord, ils repartent déjà. Ouais. Mince, bon. Et ouais, on a tout lu. Je pensais pas qu'on pourrait, me dit-elle, parce que le livre est quand même assez épais. Et finalement, elle dit, c'est une famille, hein. Voilà.
C'est ça qui est... Et ça Ça vrai, les moi, embarque. je suis resté tenu en haleine, mais c'est vrai, il faut vraiment rentrer dans les images. Et une fois qu'on est absorbé par les images et par ce rythme, par ce silence aussi qu'elle fait exister dans des univers paradoxalement très bruyants, comme l'autoroute, l'aire d'autoroute, ce sont des univers assez violents. Bah, c'est très calme à ces endroits-là. Bref, il faudrait qu'on passe maintenant à notre second livre, Le temps passe, et j'ai vu un magnifique oiseau de Michal Skibinski et d'Ala Bancroft, donc publié chez Albin Michel Jeunesse. Donc c'est un album, comme vous l'avez entendu donc dans la lecture de Sophie tout à l'heure. C'est le témoignage en fait donc de Michal Skibinski qui à l'été 1939 donc il vit en Pologne et à l'été 1939, son instituteur lui a demandé de tenir un cahier dans lequel eh bien, il doit écrire chaque jour une phrase pour améliorer son orthographe. Sinon, il ne pourra pas passer à la classe suivante. Et donc, il fait ça tous les jours. Il écrit une petite phrase de ce qui lui est arrivé dans la journée. Donc, il est allé au ruisseau, il est allé à l'église. Voilà, c'est des petites choses de la vie quotidienne. Et donc, on est en 1939. À la fin de l'été 1939, les Allemands envahissent la Pologne et forcément, le récit va changer un petit peu. Et donc voilà, en fait, c'est un témoignage vraiment très sensible de ce petit garçon qui voit arriver la guerre à sa porte. Et ce qui est assez intéressant, du coup, c'est qu'on voit un petit peu, on reste finalement, enfin, on est un peu comme dans l'été à Kingdom Fields, l'été en Pologne, à la campagne, voilà, il se passe pas non plus forcément beaucoup de choses. On va au ruisseau, on s'amuse avec un copain, on va chercher maman à la gare. Voilà, il se passe pas grand-chose. C'est aussi du coup très contemplatif il y a l'histoire de cet oiseau aussi qui a un avion et c'est à un moment il dit que son père vient le voir et en fait c'est la dernière fois qu'il verra son père. Effectivement, donc à la fin de l'été arrive la guerre et donc effectivement il décrit aussi ce qu'il entend de la guerre, donc les avions qui passent, les shrapnels qui éclatent au-dessus de la maison, voilà la peur qu'on ressent peut-être dans ce qu'il raconte. Et effectivement, on apprend dans la postface que l'une des journées où il dit qu'il a vu des avions passer, en fait son père meurt au combat. Puisqu'il était aviateur dans l'armée polonaise. Voilà, donc ce témoignage est mis en image par Ala Bancroft, qui nous offre des peintures absolument sublimes. Magnifique, ouais. Vraiment, c'est de la peinture. Vous le voyez peut-être pas très bien à la caméra, mais ça fait très penser au travail des impressionnistes. Ouais, tout à fait. Donc c'est une toute jeune illustratrice qui a fait ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a, en fait, elle s'est Michel, il parle beaucoup de personnes. En fait, il fait beaucoup de choses avec son cousin. Il y a sa nourrice qui vient. Il y a son frère. Et en fait, jamais elle ne représente qui que ce soit dans les images. On est vraiment sur des paysages, des objets. Enfin, il y a jamais. Elle a pris vraiment le parti de ne jamais, de ne jamais représenter de personnage, mais de rester vraiment sur les sensations, sur les émotions. Et je trouve que dans ces images, on ressent vraiment tout ça. Merci beaucoup, Marie. Une réaction, Nathalie, Viviane, sur ce livre ? Alors moi, effectivement, ce que j'ai trouvé intéressant, ce sont les illustrations qui représentent bien l'été avec tout ce que ça peut avoir de joie, de chaleur, de luminosité. Puis petit à petit, plus on avance vers justement le moment fatidique en fait de ce 1er septembre. Après, les illustrations commencent à être beaucoup plus sombres, beaucoup plus tourmentées, et ça représente bien finalement le passage en fait entre l'espèce d'insouciance de l'été avant le début de la guerre, et puis à partir du moment où la guerre commence, il y a toutes ces illustrations qui représentent aussi les émotions de cet enfant, qui ne sont pas forcément représentées par le texte. Tout à fait, oui. Viviane ? Moi, j'ai trouvé que effectivement l'absence de personnages donnait un livre extrêmement puissant, parce que je me mettais un peu forcément avec mes lecteurs favoris et attentifs souvent, et je me disais voilà, on n'a pas à faire face.
C'est-à-dire qu'on nous met en position ces peintures qui sont somptueuses vraiment. Sont des peintures d'adultes, ce ne sont pas des dessins d'enfants. Il n'y a pas le graphisme de l'enfant non plus. Donc, tout ça est assez feutré. Il y a de l'intermédiaire entre la violence de ce qui va se passer et qu'on connaît. Nous, il y a une espèce de décompte du coup de ces dates. On se dit, on sait ce qu'il attend. Oh, ça, c'est quand même assez terrible. Et ben, on est à côté de lui et c'est comme si on était un adulte en train de le tenir par la main et de dire voilà, lui, il a vu ça, nous, on a vu ça. Chacun regarde avec la peinture incarnant notre regard et ne le laissant pas seul, cet enfant, avec quoi il va être confronté. Et du coup, je trouvais que voilà, c'était à la fois puissant mais supportable. Ouais. Parce Oui. que c'était une sacrée gageure, à mon avis. Tout à fait. Et puis c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, on sait ce qui va se passer. On sait que le 1er septembre, l'Allemagne va envahir la Pologne. Le 15 septembre, c'est la Russie, que ça va être un pays complètement écartelé, déchiré. Et malgré tout, il y a quand même une douceur, quelque chose qui avance. Et il entre dans cette période sombre et noire en se disant que c'est comme un cycle, ça va finir et les beaux jours reviendront. Et voilà, aujourd'hui, c'est important d'entendre cette parole, je trouve. Il faut absolument qu'on passe à Libre. Il y a beaucoup de choses à se dire sur Libre et on n'a plus beaucoup de temps. Libre de Fleur d'Auger et Olivier Charpentier qui raconte l'histoire de Harriet Tubman. Entre-temps, qui nous en parle de Libre ? C'est moi. Donc en fait, ça raconte une histoire, mais c'est quand même un livre documentaire. C'est posé comme un livre documentaire, c'est-à-dire que ça nous raconte l'histoire d'Harriet Tubman, donc qui est sous-titrée « Une héroïne américaine ». Et parallèlement à l'histoire d'Harriet Tubman, on a aussi toute cette histoire de l'esclavage aux États-Unis. Alors ça se concentre vraiment sur les États-Unis. Alors moi je vais juste lire deux petites phrases qui résument bien le propos du livre. Ce livre raconte deux histoires imbriquées l'une dans l'autre, celle de l'esclavage aux États-Unis et celle d'Harriet Tubman, cette femme héroïque qui a su résister à l'institution la plus ignoble qui puisse exister. Et je trouve que là, le propos est posé, c'est-à-dire qu'effectivement, on va nous parler d'esclavage, on va nous parler de ségrégation raciale, on va nous parler de la guerre de sécession, avec un parti pris et un point de vue qui est celui de la résistance. C'est-à-dire que Harriet Tubman, c'est une femme qui a résisté, qui a voulu, qui à un moment, pour retrouver sa dignité humaine, a décidé qu'il fallait qu'elle fuit, qu'elle devienne libre, et qui après s'est battue toute sa vie pour que d'autres esclaves puissent devenir libres, pour que les droits des Noirs soient respectés. Et donc on a vraiment cette histoire en parallèle, c'est-à-dire Elle a vécu à quelle époque ? au 19e siècle. Lecteur, voilà, c'est-à-dire juste avant, c'était au moment de la guerre de sécession. Juste avant la guerre de sécession, en fait. 1860, Ouais. dans ces eaux-là. Alors je ne sais plus exactement en quelle année elle est née du coup. Me semble, voilà, c'est cette période-là en tout cas. Elle est née en 1820, voilà. Voilà. Et donc, elle raconte. Alors, on a vraiment ce partage entre une double page. Une page qui est écrite en caractère normal avec vraiment l'histoire de l'esclavage et toute la partie documentaire, je dirais. Et en face, l'histoire d'Harriet Tubman, qui est écrite à la première personne, c'est-à-dire qu'elle dit « je » à chaque fois, et qui est écrite en italique. Donc c'est vraiment le parallèle entre ces deux parties qui s'imbriquent, qui se répondent, qui des fois la partie documentaire va plus loin, des fois la partie témoignage va plus loin. Et donc elle raconte sa vie, alors qu'elle est quand même elle est née esclave, elle a commencé son entre guillemets travail d'esclave à l'âge de 5 ans, c'est-à-dire qu'à l'âge de 5 ans, on l'envoie chez sa première maîtresse où elle doit faire le ménage. Donc, personne lui a jamais appris à faire le ménage. Et donc c'est toute cette histoire qu'elle raconte jusqu'à le passage que nous a lu Sophie tout à l'heure. On passe de la grande histoire à l'histoire personnelle. Je suis désolé, il faut qu'on avance un petit peu. Est-ce que Viviane, Marie, est-ce que vous voulez réagir sur ce livre ? Oui, alors moi j'ai trouvé que c'était un livre effectivement assez exceptionnel. Je ne connaissais pas du tout Harriet Tubman avant de découvrir ce livre. Moi non plus. Oui, mais je pense qu'on connaît très peu en fait l'histoire de l'esclavage aux États-Unis ou l'histoire des États-Unis de toute manière. Et je trouve que vraiment il est très bien fait justement dans cette imbrication entre la partie très documentaire et la partie un peu plus témoignage d'Harriet. Et je trouve que du coup, ça renouvelle un peu le genre du documentaire. Et Actes Sud Junior le fait très bien, je trouve, depuis quelques années. Il y a eu une émission en plus sur la télé du Salon il y a quelques jours là-dessus. Et je trouve ils ont vraiment très très bien fait ça. Et c'est un ouvrage très engagé et vraiment passionnant à lire, quoi. On apprend énormément de choses et on a envie d'aller plus loin aussi sur d'autres figures qui sont évoquées, qu'on a envie de découvrir du coup. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est que ça parle d'anonyme.
C'est-à-dire que les gens dont on parle, enfin, moi, Harriet Tubman est nommée, les autres, ce sont... c'est pas les grandes figures dont on a l'habitude d'entendre parler quand on parle d'un combat contre l'esclavage ou enfin les abolitionnistes connus. Et donc c'est vraiment, on parle de toutes ces personnes qui ont fait le chemin de fer clandestin, qui étaient des anonymes, des blancs, des noirs. Enfin c'est vraiment. Moi, j'ai appris que l'esclavage au début concernait autant les blancs que les noirs. Moi je l'ai appris aussi. Et que voilà, on était esclaves pendant un certain temps jusqu'au moment où on était libérés. Enfin sauf que les noirs eux ne choisissaient pas de venir aux États-Unis et que les blancs eux venaient volontairement. J'ai appris aussi cette histoire de cette héritière qui libère tous ses esclaves dans le sud et qui monte un réseau d'espionnage. C'est absolument extraordinaire et qui arrive à placer une femme noire dans le bureau du président des Confédérés pour espionner. C'est fabuleux. Enfin voilà, on apprend des tas de choses dans ce livre, hein, vraiment. Viviane, une réaction ? Je vais être très brève, je vais dire essentiel. C'est-à-dire que ce livre, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, ça va être long. Oui, moi j'avais peur de ça aussi. Et alors, après, une fois installé dans cette alternance que tu as soulignée, et qui est très bien faite, qui vient bien relayer comme ça, qui donne un vrai rythme, et après, mais on se sent très concerné, et on est là, et alors, et on à la fois on engrange des connaissances qui vont jusqu'à, il termine sur Trump, sur Black Lives Matter. Exactement, il termine. Et du coup, je pense l'avoir dans mon bureau. Et moi, je trouve que c'est un livre très très politique en fait, au sens vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire qui concerne la cité et le citoyen. Et je pense qu'effectivement, c'est un livre essentiel dans la formation du citoyen. C'est-à-dire que, en plus, c'est écrit très simplement. Mais c'est pas du tout simplifié, c'est-à-dire que c'est accessible au plus jeune âge, et je pense que c'est un livre effectivement essentiel à faire lire au maximum de jeunes pour qu'ils s'emparent aussi de ce combat aussi, qui n'est pas terminé. D'adultes aussi. D'adultes aussi. C'est un livre qui arrive à être vraiment, qui n'est pas revendicateur aussi. Moi, c'est qui m'a vraiment beaucoup plu. Nous arrivons à la fin de cette émission de La Plume démasquée. Il est grand temps pour moi de laisser le micro à la flamboyante Camille Olivas. Oui, merci Julien. Donc, comme vous le savez, moi je suis là pour représenter Keybooking, qui est la plateforme de prescription littéraire du salon, qui présente un nombre incalculable de bonnes lectures qu'on conseille chaudement. Et donc là, mon job, c'est globalement de condenser tout ce que vous avez dit là, ces 25 dernières minutes, pour le présenter ensuite sur Keybooking et pour que les jeunes lecteurs puissent comprendre en un clin d'œil de quoi ça parle et quelles sont les ambiances des différents titres que vous avez présentés. Donc je vais commencer avec l'été à Kingdom Fields. Donc la première chose à dire, c'est déjà effectivement, c'est que c'est un livre qui vaut le détour pour la richesse et la diversité des onomatopées qui sont présentées. C'est pas un livre bavard, mais c'est un livre bruyant. Et d'ailleurs, ce que j'ai adoré moi, c'est l'avertissement de l'éditeur au début du livre qui explique qu'ils ont fait le choix de ne pas traduire les onomatopées. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas traduire les bruits, comme si les sons étaient différents d'un pays à un autre. Non, mais vous imaginez, c'est un peu comme si vous étiez en Angleterre, vous frappez à la porte et on va pas vous ouvrir parce que vous n'avez pas frappé dans la bonne langue. Bref, bon, donc à part ça, on l'a dit, c'est un livre sur la nonchalance des vacances. Donc là où certains qualifieraient ce titre de nostalgique, contemplatif, superbe, saisissant, d'autres le trouveraient peut-être un petit peu plus, le qualifieraient peut-être plutôt de trou infini d'ennui, de lassitude couchée sur le papier, de monotonie accablante ou encore de forme inédite de neurasthénie. Mais voilà, nous ce qu'on conseille, c'est vraiment de lire ce livre parce que quoi que vous en pensiez à la fin, c'est vraiment un titre qui vaut le détour. Ensuite, je vais passer à J'ai vu un magnifique oiseau. On reste complètement dans la thématique des vacances d'été, sauf que dans Kingdom Fields, à la fin, ils rentrent chez eux et à la fin, là, c'est dans J'ai vu un magnifique oiseau, c'est la guerre. Voilà. Et donc c'est un carnet de témoignages, voilà, sur ce petit enfant qui va basculer progressivement de l'innocence et de l'insouciance de l'enfance simplement à l'horreur de la guerre. Donc c'est un peu Anne Frank pour les débutants, en somme. Voilà. Comme vous l'avez dit, les illustrations par ailleurs sont magnifiques. C'est un texte qui a été extrêmement bien habillé, voilà, tellement bien habillé que moi j'ai un peu regretté que l'édition soit un petit peu petite, voilà. Mais bon, c'est pas grave.
Et ensuite, on va finir avec Libre, hein, donc cette biographie d'Harriet Tubman, qui est une ancienne esclave déchaînée qui un jour a décidé de prendre son destin en main pour conquérir sa liberté, puis de consacrer sa vie à lutter pour celle des autres. Ça a beau être un documentaire, donc plus ou moins consciemment, on part du principe qu'on va s'ennuyer à partir du sommaire. Vraiment, émancipez-vous de ces préjugés parce que c'est un documentaire sur l'esclavage qui se lit d'une traite. Et en plus, par ailleurs, c'est très richement documenté. Vous avez donné quelques anecdotes. Moi, ma préférée, c'est celle où les auteurs expliquent que Henry Brown s'est lui-même mis dans une caisse qu'il a envoyée par la poste à Philadelphie pour fuir l'esclavage. Donc, en fait, le mec s'est littéralement affranchi. Bref, voilà. Donc, vraiment, un livre à retrouver dans toutes les librairies. Non, c'est pas ça. Attendez. Un livre à lire dans toutes les librairies. Non, c'est pas ça. Bref, lisez-le. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Vous connaissez l'histoire de cette chanson ? Allez, je vous l'ai dit, on a dépassé un peu le temps, mais ça vaut le coup de la savoir. C'est un négrier. Il est au milieu de l'Atlantique. Il a les cales pleines d'hommes et de femmes noires. Et il est pris au milieu d'une tempête absolument colossale. Mais la tempête vraiment qu'on ne connaît qu'une seule fois dans sa vie. Il s'agenouille, il lève les bras au ciel, il dit « Seigneur, Seigneur, si tu me sauves de cette merde, excusez-moi cette expression, si tu me sors de là, je jure, je libère. » Il prend conscience de son idiotie, de son inhumanité. Il dit « Si je m'en sors, je les libère tous. » Et je deviens abolitionniste. Et à ce moment-là, le ciel s'éclaire, le bateau arrive à quai, il libère les esclaves. Et c'est lui qui a composé cette chanson et il va faire partie des premiers abolitionnistes. Amazing Grace, voilà. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce numéro très émouvant de La Plume démasquée. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et on vous souhaite une très, 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 très belle soirée. Vous pouvez maintenant éteindre votre télévision et lire un bon livre. Merci et à demain.